Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Plus du tiers de la France en alerte orange. La tempête est arrivée par l'ouest ce soir. Elle progresse actuellement à l'intérieur des terres avec des vents violents qui soufflent en rafale jusqu'à 100 km/h. C'est donc un nouvel épisode tempétueux qui arrive. On en parle avec le climatologue Jean Jouzel tout à l'heure. Serge Dassault, toujours dans le collimateur des juges d'instruction dans l'enquête sur de possibles achats de vote à Corbeil-Essonnes. Les magistrats ont de nouveau demandé la levée de l'immunité parlementaire du sénateur. Celle-ci avait été rejetée une première fois le mois dernier. Ce refus avait provoqué un tollé et entaché l'image de la Haute Assemblée. Les coulisses de cette nouvelle requête avec notre journaliste Perrine Tarnot. L'accalmie aura été faible et de courte durée. Après une légère progression, la cote de confiance du président de la République chute. François Hollande atteint un niveau d'impopularité record. Et c'est particulièrement dans l'électorat de gauche que le président perd de nombreux points. Analyse de Stéphane Rosès à suivre. Enfin, à Sochi, la flamme olympique a poursuivi son périple et c'est demain que se tiendra la cérémonie d'ouverture de ces JO d'hiver. Et déjà, les premières épreuves de qualification ont commencé avec le ski slopestyle. Les images impressionnantes à suivre tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Les juges demandent de nouveau la levée de l'immunité parlementaire de Serge Dassault après le refus du Sénat le mois dernier. La justice renouvelle donc sa requête dans le cadre de l'enquête sur des soupçons d'achat de vote à Corbeil-Essonnes. Les sénateurs vont donc se prononcer une nouvelle fois. Les détails avec Quentin Calmet. Atmosphère particulière lors des questions au gouvernement. L'actualité judiciaire rencontre l'actualité parlementaire, 15h40. Monsieur le ministre. Serge Dassault prend la parole dans l'hémicycle comme si de rien n'était. Pourtant, 3 heures plus tôt, on apprend que des juges d'instruction ont transmis une nouvelle demande de levée d'immunité. Demande datée du 27 janvier, mais qui n'est pas encore parvenue jusqu'au bureau du Sénat. Ça nécessite, si j'ai bien compris, quelques jours. Pour l'instant, donc, naturellement, nous n'avons rien reçu. Certains sont mieux informés que moi. Mais naturellement, dès que nous serons saisis, eh bien, nous réagirons et nous réunirons le bureau. Au centre des préoccupations, la forme que prendra le vote du bureau. C'est précisément à cette Assemblée, au Sénat, que de fixer les règles. Ce n'est pas au gouvernement de les fixer pour elle. Donc moi j'ai entendu le président du Sénat s'exprimer en faveur d'une transparence sur les votes qui seront émis la prochaine fois sur une telle demande d'immunité. Lors du précédent vote, 2 voix avaient fait défaut pour lever l'immunité de Serge Dassault. Impossible à ce moment-là de savoir qui avait voté quoi. À droite, on dénonce un acharnement. Ah, il s'agit de quoi? De faire une loi d'exception, de le harceler, de faire un vote à main levée peut-être. On ne sait pas ce qui peut arriver, ce qui n'est pas arrivé depuis 20 ans au Sénat. Donc les circonstances sont à mon avis un peu curieuses. Faire ça à M. Dassault, je trouve que c'est pire que pour quelqu'un d'autre. Les 26 sénateurs qui composent le bureau se réunissent le 12 février prochain. Il sera question d'adopter le vote à main levée et ainsi d'abandonner le scrutin secret instauré en 2009. On croyait la loi famille enterrée ou du moins reportée depuis l'annonce du gouvernement de repousser l'examen de ce projet de loi à 2015. Eh bien, c'était sans compter l'annonce du Premier ministre ce matin. Jean-Marc Ayrault s'est dit prêt à examiner certains aspects du texte. On voit tout cela avec Mounir Soussi. Sous la pression des députés de son camp, Jean-Marc Ayrault fait des concessions aux parlementaires. Ils pourront finalement discuter de certaines dispositions de la loi famille avant 2015. Il y a des mesures concrètes qui sont à l'ordre du jour que les parlementaires vont reprendre. Le gouvernement est tout à fait prêt à les examiner sans tarder. Après, il y a des questions plus complexes sur lesquelles il faut dépassionner. Le Premier ministre met en avant des mesures consensuelles comme la question des droits de garde d'enfants. La PMA et la GPA sont exclues des débats. Pourtant, pour la ministre de la Famille, cette décision n'est pas synonyme de recul. Vous voyez qu'il n'y a aucune forme de renoncement, que nous continuons à travailler sur ces sujets qui améliorent le quotidien des familles françaises. Petit message pour les manifestants du dimanche, nous continuons de transformer la société française et avec la société française, nous y arriverons. Ce nouveau flottement ouvre une brèche dans laquelle l'opposition s'engouffre. En réalité, on s'aperçoit qu'il y a des allées et venues sur le plan politique au niveau de la majorité et que la majorité est totalement perdue sur ce dossier.
Les parlementaires obtiennent une marge de manœuvre, mais Claude Bartolone avertit, ils ne pourront s'en servir qu'au printemps, après les élections municipales. Avec notre majorité. Au terme d'un processus long, plus de 2 ans de travaux, et laborieux car émaillé d'une série de crises, l'adoption d'une nouvelle constitution va finalement permettre à la Tunisie d'entrer dans une nouvelle ère politique. Certes, la transition démocratique n'est pas achevée, mais l'expérience tunisienne détonne dans le monde arabe. François Hollande se rendra demain à Tunis pour assister à cette cérémonie officielle. La Tunisie sur la voie de la stabilité. Avec sa constitution, le pays à l'origine du printemps arabe s'éloigne du désordre encore présent chez ses voisins libyens et égyptiens. Le texte tourne le dos à la charia, un choix quasiment inédit dans la région. L'égalité homme-femme et la liberté de conscience y sont garanties. La constitution qu'a adoptée l'Assemblée constituante tunisienne est sans précédent dans le monde arabo-musulman. Elle reconnaît la liberté d'expression, elle reconnaît le caractère civil de l'État, elle reconnaît la liberté de presse, d'association, le droit des citoyens à l'information. François Hollande sera présent pour l'adoption du texte, un geste apprécié par toute la classe politique. Ennahda, le parti islamique majoritaire, qui a accepté de s'effacer pour que la Constitution soit adoptée, salue lui aussi la présence du président français. C'est un signal fort que le président Hollande envoie également aux Tunisiens et au monde, justement confirmer le soutien de la France à la transition démocratique en Tunisie. Son premier déplacement en Tunisie au mois de juillet était l'occasion justement de confirmer que la France croit dans cette transition. Une transition toujours inachevée avec 2 défis en ligne de mire, la reprise économique et l'organisation des prochaines élections présidentielles et législatives, 2 rendez-vous pour consolider le nouveau régime. Et avant de s'envoler demain pour Tunis, le président a effectué aujourd'hui une visite surprise au siège de venteprivée.com, leader des ventes de produits de marque déstockés. Sur place, François Hollande s'est prononcé pour une harmonisation mondiale des pratiques fiscales afin d'empêcher les abus de certains géants d'Internet qui délocalisent leurs activités pour payer moins d'impôts. On l'écoute sur ce sujet. Ces grands groupes qu'on connaît, qui se mettent dans des pays à faible taux d'imposition des sociétés, nous devons agir. Et quand j'irai aux États-Unis, dans quelques jours, avec le président Obama, nous sommes d'accord pour faire cet effort d'harmonisation fiscale. Et la suite du 22h avec nos invités ce soir. En notre compagnie, le climatologue Jean Jouzel. Bonsoir. Et bienvenue. Je précise que vous êtes l'un des experts internationaux du GIEC, organisme lauréat du prix Nobel de la paix en 2007, qui poursuit son infatigable pédagogie sur le changement climatique. Nous allons en parler et nous allons parler évidemment de cet épisode tempétueux ce soir. Notre journaliste Perrine Ternot nous accompagne ce soir. Bonsoir Perrine. Bonsoir Sonia. Pour évoquer la nouvelle demande des juges pour lever l'immunité parlementaire du sénateur Serge Dassault. Mais d'abord, on évoque la cote de confiance de François Hollande qui plonge avec le politologue Stéphane Rosès. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Sonia. Le président bat donc un nouveau record d'impopularité. Quels sont les récents événements qui ont provoqué cette chute dans les sondages ? Je pense qu'il y a de toute façon une tendance très très basse. Il y a une sorte de climatologie aussi qui s'applique à la popularité. Il y a un épisode tempétueux. Ouais. Voilà. Et dans la période de crise que nous connaissons, avec des efforts demandés aux Français inégalés, les efforts actuels et ceux qui sont attendus, finalement, il n'est pas étonnant qu'ils battent des records d'impopularité. Donc, du coup, la question, l'avantage quand on atteint le fond de la piscine, c'est qu'on se dit, mais au fait, quelle est sa hauteur, à quoi sert-elle? Le sujet, c'est à quoi sert une si mauvaise impopularité ou à quoi sert la popularité? Je dirais, pour des gouvernants en période de crise, il y a la bonne et la mauvaise impopularité. Et là, en l'occurrence, le vrai sujet, c'est plutôt le consentement du pays. C'est-à-dire que des gouvernants doivent faire en sorte que l'action qu'ils mènent soit inscrit suffisamment dans une cohérence, de sorte que le sujet ne soit pas forcément est-ce qu'on est populaire ou pas, ce serait étonnant que des gouvernants en période puissent l'être, mais que les réformes puissent se poursuivre, que la majorité... Comment peuvent-elles se poursuivre avec un tel record d'impopularité? Parce que les institutions, d'abord en démocratie, la légitimité provient du seul vote.
et pas de la popularité, même si elle est justement mesurée. Et puis, d'autre part, les institutions de la Ve République. Vous parliez tout à l'heure d'Obama, d'échanges avec votre reportage. Eh bien, contrairement aux États-Unis, les institutions de la Ve République permettent au couple exécutif de prendre des mesures relativement à l'abri dans la mesure où tout le pouvoir procède d'un président qui est élu tous les 5 ans. Et même si les élections intermédiaires ne sont pas bonnes, à partir du moment où il n'y a pas, par exemple, des jacqueries fiscales, comme on a vu lors des bonnets rouges, faisant que le gouvernement doit reculer sur des réformes, l'essentiel, c'est la question du consentement. Oui, que le corps de la nation soit suffisamment consentante pour que les réformes se poursuivent. Et donc là, oui, des États-Unis, Stéphane Rosès, on va regarder le président qui doit se rendre aux États-Unis pour une visite officielle ce mardi. Et avant ce déplacement, Time Magazine lui consacre sa une et s'interroge sur sa capacité à réparer la France. C'est la bonne question ? Je pense que la bonne question, c'est la capacité du président de la République à pas seulement dire comment réparer le navire, mais dire où le navire... Absolument. Où va le navire? Pourquoi? Parce que si on dit réparer, les Français ont le sentiment que ça fait bien longtemps qu'on leur demande des efforts et que les gouvernants disent on peut réparer, on va mettre le pays en mouvement. Mais le doute du pays, il est beaucoup plus profond. C'est ce que nous sommes, est-il adapté au monde tel qu'il est? Et si on ne dit pas où on va, ça veut dire qu'il y a un doute sur qui on est. Et je crois que c'est pas tant la question de la réparation que du port d'attache que l'on vise. Va grandissant, on le voit dans les sondages. Merci beaucoup pour votre analyse. Merci. Stéphane Rosès. L'autre actualité aujourd'hui, c'est Serge Dassault, toujours dans le collimateur des juges d'instruction, dans l'enquête sur de possibles achats de votes à Corbeil-Essonnes. Les magistrats ont de nouveau demandé la levée de l'immunité parlementaire du sénateur Perrine Ternot. Qu'est-ce qu'on lui reproche, Serge Dassault ? Alors, ce qu'on lui reproche exactement, en fait, il a été mis en cause dans des affaires qui touchent sa ville de Corbeil-Essonnes, dont il a été le maire entre 1995 et 2009. Il est soupçonné d'y avoir mis en place un système clientéliste. Alors, il a déjà été entendu pour tentative d'assassinat, Serge Dassault. Il pourrait être mis en examen pour corruption, abus de biens sociaux ou encore achat de vote. Donc, c'est pas n'importe quoi. Ouais, et comment va se passer cette demande d'immunité parlementaire? C'est la 3e? C'est la 3e, effectivement, demande au Sénat. Les juges d'instruction ont annoncé aujourd'hui donc avoir transmis cette demande au parquet général, qui l'a fait ensuite suivre au garde des Sceaux, donc en l'occurrence à Christiane Taubira de transférer maintenant cette demande au président du Sénat. Jean-Pierre Bel nous a dit aujourd'hui qu'il espère la recevoir dans les plus brefs délais, car il ne s'en cache pas. Le président du Sénat, il aimerait tourner la page Dassault qui a abîmé ces derniers temps l'image du Sénat dans l'opinion publique, notamment après le refus de lever l'immunité de Serge Dassault le 8 janvier dernier. Alors il faut savoir que c'est le bureau du Sénat qui se prononce et qui vote sur cette demande de levée d'immunité. Jusqu'en 1995, ces demandes elles étaient examinées en séance publique dans l'hémicycle, mais les délais étaient beaucoup plus longs et ça aboutissait rarement. Alors depuis 1995, c'est donc dans le secret, le huis clos du bureau du Sénat, secret renforcé depuis 2009 par l'ancien président du Sénat, Gérard Larcher, qui a instauré un vote à bulletin secret. C'est ce vote à bulletin secret que Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, souhaite changer maintenant pour une procédure vote à main levée. Comme ça, on sait au moins qui vote pour, qui vote contre. Parce que la dernière fois, eh bien, il a manqué 2 voix de gauche pour accepter la demande des juges et lever l'immunité parlementaire de Serge Dassault. Et au Sénat, on ne sait toujours pas qui étaient ces 2 voix de gauche. On va beaucoup suivre cette demande, Perrine, parce que la fois dernière, il y a vraiment eu, ça a provoqué un tollé et ça a terni l'image du Sénat. Ça a provoqué un tollé général dans l'opinion publique. Les gens n'ont pas compris pourquoi finalement il y avait 2 poids, 2 mesures, 2 systèmes de justice. C'est comme ça que ça a été traduit dans l'opinion publique. Quand on écoutait dans le reportage qui a été diffusé tout à l'heure Pierre Charon, il exprimait un sentiment qui est peu répandu finalement dans les couloirs du Sénat. Lui il disait il faut protéger Serge Dassault, c'est un vieux monsieur, il a fait beaucoup de choses pour la France. Moi je dis attention à ce genre de paroles qui ne sont pas vraiment compris par nos citoyens. Qui ne sont pas compris du tout même. Jean-Joseph, vous avez un regard sur cette actualité tempétueuse? Oui, cette actualité tempétueuse. Bon, j'aimerais bien que notre France aille mieux et je partage cette idée de
Stéphane, que ce qui compte, c'est la direction vers laquelle on va. C'est vrai dans nos sujets, par exemple, ce sont des sujets à long terme que de lutter contre le réchauffement climatique, et il faut un vrai sens politique au sens fort du terme, et j'espère que disons, François Hollande et sa politique sera capable de porter cette réforme importante de notre société, de notre système énergétique, et tout cela, c'est vraiment quelque chose d'important et de long terme, et d'éminemment politique au sens noble du terme. Alors on va parler à présent du climat. Je remercie Stéphane Rosas et Perrine Tarnot pour leurs analyses. Ce soir, plus du tiers du pays est en alerte orange. La tempête est arrivée tout à l'heure par l'ouest. Elle progresse actuellement à l'intérieur des terres avec des vents violents qui soufflent en rafale jusqu'à 100 km/h, des tempêtes et un hiver clément. Le temps est-il dégradé? Élément de réponse avec Jérôme Bonnard. C'était il y a 48 heures en Bretagne. Elle s'appelait Petra. Aussitôt partie, aussitôt remplacée. Car cette nuit, c'est au tour de Coumera de venir frapper la France. Et elle s'annonce violente, surtout dans les terres. Alors prudence. Il faut savoir qu'à Paris, dès qu'on a des vents à 100 km/h, des échafaudages peuvent tomber, des tôles s'envolent, et donc c'est dangereux. Ce n'est pas la tempête du siècle, mais le phénomène reste exceptionnel car il dure. Coumera est la 14e tempête depuis mi-décembre. L'anticyclone qui est sur la Russie avec de l'air froid bloque les dépressions sur les îles britanniques, et ces dépressions aspirent l'air chaud, s'enroulent et viennent se bloquer sur les îles britanniques. Conséquence, ces coups de vent laissent des traces, ici en Grande-Bretagne, où les sols sont saturés d'eau. Ou chez nous, certaines parties du littoral atlantique se sont érodées. Est-ce le signe d'un dérèglement climatique irréversible? On est dans le réchauffement de la planète, mais ça, c'est pas un indicateur, c'est simplement sur 2 mois. Il n'y a pas de lien direct, Ça s'appelle la variabilité naturelle du climat, c'est-à-dire qu'il y en a des... Comme l'hiver dernier, on a eu une période de froide, c'est pas pour ça qu'on a dit que c'était un refroidissement de la planète. Il n'y aurait donc pas de lien direct entre ces événements extrêmes et répétés et la tendance au réchauffement climatique. Une tendance qui se confirme. L'année 2013 a été la 6e la plus chaude depuis 1850. Anticyclone, tempête, gaz à effet de serre, les scientifiques cherchent à vérifier ce lien. Jean Jouzel, d'abord, est-ce qu'on peut dire que cet hiver est exceptionnel avec des tempêtes d'un côté et des températures douces et clémentes? Oui, du point de vue température, c'est clair. Les températures sont pour le mois de janvier, sont les plus chaudes qu'on ait connues depuis une centaine d'années, à égalité avec, je crois, 1936-1988. Mais enfin, c'est vraiment une année, un mois de janvier très chaud en France et plus généralement sur la façade ouest de l'Europe. On sent bien aussi que ça va continuer au moins une dizaine de jours, c'est-à-dire que l'hiver météorologique, décembre, janvier, février, on sait que l'hiver sera très doux, parce que même s'il y a une vague de froid dans les 15 derniers jours de février, ça sera un hiver très doux. Et la conséquence de cet hiver très doux, c'est plutôt une conséquence de cet hiver très doux, ces arrivées à répétition de tempêtes vraiment et avec beaucoup de précipitations et les conséquences quand ça se combine avec les grandes marées en termes d'inondations sur toute la façade ouest, la Bretagne et puis le Pays Basque, ce sont vraiment des conséquences importantes. Eh bien, on ne peut pas dire qu'elles soient, elles, exceptionnelles. Il n'y a pas d'intensification des tempêtes. Même dans le rythme, Jean Jouzel? Oui, alors là, peut-être aussi, effectivement, à force de dire que ce n'est pas exceptionnel, 14 de suite, ça fait beaucoup. Donc il faut regarder, enfin en tout cas, disons, pour établir que c'est vraiment un record ou quelque chose d'exceptionnel, il faut peut-être un peu de recul. Mais globalement, si on regarde les 50 dernières années, les grandes tempêtes, c'est plutôt celle de 99. On est encore très loin de tout ça. Et je veux dire que quand on regarde la statistique, Météo France l'a fait de façon très soigneuse, eh bien, il n'y a pas vraiment de tendance dans l'intensité. Et dans un contexte de réchauffement climatique, on ne sait pas non plus vraiment dire, enfin, on ne voit pas vraiment une augmentation de l'intensité des tempêtes dans nos régions, ce qui n'est pas le cas pour les cyclones en région tropicale. Donc on ne peut pas forcément lier ces dérèglements, cette succession de tempêtes, au réchauffement climatique. Je suis tout à fait dans la ligne de ce qu'on a eu comme analyse, c'est-à-dire que l'an dernier, il y avait un hiver très froid. On disait c'est pas l'hiver très froid qui nous fait renier le réchauffement climatique, mais c'est pas non plus ce mois de janvier relativement chaud. Il faut qui va nous dire que c'est lié au réchauffement climatique. Il faut cette même prudence dans les deux sens, c'est très clair. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt les chiffres là par contre de 2013 à l'échelle planétaire. L'analyse sur une année à l'échelle de la planète est la 6e année la plus chaude. Pratiquement toutes les années depuis 2000 ont été très chaudes. Par exemple, des records
en Australie. Donc il y a beaucoup nous sommes vraiment dans une période de réchauffement marquée également par une élévation du niveau de la mer. Ça fait 20 ans, je crois. Ça fait 20 ans que vous répétez d'ailleurs inlassablement, c'est vrai, que plus on émet des gaz à effet de serre, plus on risque d'aller vers un réchauffement climatique important. Vous avez avec le GIEC publié de très nombreux rapports sur ce sujet. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que votre message, il porte? Peut-être pas assez, en tout cas... Bon, je pense que c'est le bon sens. Hein. Cette augmentation de l'effet de serre se traduit tout simplement par une accumulation supplémentaire d'énergie dans notre système climatique. Et quand il y a plus d'énergie, eh bien, effectivement, cette énergie se libère et participe en tout cas au réchauffement climatique. Donc, est-ce qu'on convainc? Dans le milieu politique, c'est clair qu'on convainc, disons, moi en général, disons, le gouvernement, quand on rencontre les gens sont convaincus. La France a pris à bras-le-corps en prenant cette conférence 2015. Il faut être convaincu pour, disons, s'impliquer à fond comme le fait, comme le fait, disons, le gouvernement français, Laurent Fabius, donc bien sûr avec le soutien de François Hollande, dans la conférence Paris 2015. Il faut quand même être convaincu au niveau politique. C'est pas simplement, c'est pas un jeu. Oui, Stéphane Rosès, est-ce qu'ils sont convaincus sur ce sujet En tout cas, ils le sont sans doute à l'image des Français qui, comme moi, n'étant absolument pas spécialiste de ces questions, pensent qu'il y a menace sur la planète en la matière. Et donc, du coup, je profiterai du fait que Sonia m'interpelle pour vous interpeller effectivement à votre tour. On pourrait dire, par exemple, qu'alors que les Français ne connaissent rien à toutes ces questions-là, ils pensent qu'il y a un problème en matière climatique. À partir du moment d'ailleurs où ils le pensent, leur attitude à l'égard des questions environnementales et écologistes bascule complètement dans la prise au sérieux. Est-ce que ce ne serait pas tout simplement le fait que, n'arrivant pas à se projeter dans l'idée d'un avenir meilleur au plan économique et social, ils vont chercher la crainte pour tous d'un dérèglement de la planète pour semblait dire, et si on pensait à un autre type de développement? En un mot, est-ce que la croyance dans vos thèses à vous ne vient pas seulement d'une difficulté de projection au plan économique et social? En un mot, est-ce que dans les pays émergents, il y a la même crainte? Il y a un peu la même, oui, il y a la même crainte, mais pas, peuvent dire le souhait, le désir des pays émergents, des pays en voie de développement, c'est se développer. Mais moi, je crois quand même dire que c'est le symbole du prix Nobel, ce que vous dites, Stéphane. C'est-à-dire que ce prix Nobel de la paix, il nous a été attribué parce que on sent intimement que si on ne prend pas des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique, ça rendra, disons, très difficile un développement harmonieux de nos civilisations. Et c'est ça qu'on sent de façon un peu implicite dans tout cela. On ne comprend pas forcément quelles sont les conséquences, mais on voit bien qu'on va... bon, des réchauffements de 4 degrés dont on nous parle sont des choses qu'on ne pourra pas affronter, auxquelles on ne pourra pas s'adapter. Et donc, c'est un peu le message du prix Nobel, c'est que vraiment, parce qu'on nous a souvent interrogé pourquoi le prix Nobel de la paix, eh bien parce que si on veut lutter contre le réchauffement climatique, c'est vraiment un facteur de développement harmonieux. Et il faut changer effectivement de développement, de mode de développement, mais... Il faut changer. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, c'est parfois mon rôle ici, puisque le réchauffement climatique est inéluctable. Vous le dites, vous le répétez. Oui. Pourquoi faire des efforts, puisqu'on va y venir? Même si on arrête, dites-moi. C'est pas du tout pareil, Sonia, c'est pas du tout pareil. Même si on arrête l'ensemble de nos émissions de gaz à effet de serre, ça va continuer. Oui, un petit peu, mais pas beaucoup, moins d'1 degré. On a intérêt quand même à rester en dessous de 2 degrés. C'est ça l'idée de l'accord international. Tous les pays ont adhéré à cette idée de tout faire pour limiter le réchauffement à 2 degrés. C'est pas du tout pareil que 4-5 degrés. Donc effectivement, le réchauffement est inéluctable, mais on peut encore le limiter de façon à nous y adapter pour l'essentiel. Et c'est bien ça qui est en jeu. On n'arrêtera pas le réchauffement climatique, mais si on veut garder notre capacité d'adaptation, eh bien il faut le limiter, il faut changer de mode de développement, et c'est l'énergie qui est au cœur. 70% de l'augmentation de l'effet de serre, c'est notre utilisation du pétrole et du gaz. C'est que c'est le combat de votre vie. C'est une conviction profonde, et vous en parlez avec toujours autant, c'est vrai, d'émotion, de passion depuis une vingtaine d'années. Oui, on essaye, et je pense qu'on avance quand même, mais pas assez rapidement, parce que c'est très difficile de faire passer cette idée que ce qu'on fait aujourd'hui aura beaucoup de conséquences pour la deuxième partie du XXIe siècle et au-delà. Et pour nos enfants et petits-enfants. Donc voilà. Merci beaucoup, Jean Jouzel, d'avoir été notre invité. Merci Stéphane Rosès. La dernière page de 22h à présent avec le tour de l'info. Et d'abord, les pensées, bien sûr, et la mobilisation pour nos confrères journalistes otages en Syrie. Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres. Huit mois aujourd'hui que Didier François, grand reporter, et Édouard Elias, photographe, sont retenus en Syrie, tout comme Nicolas Hénin et Pierre Torres, enlevés le 22 juin 2013. Plusieurs initiatives aujourd'hui ont eu lieu en France en soutien à ces 4 otages.
Faut-il maintenir en vie Vincent Lambert? Une question complexe qui déchire la famille de cet homme tétraplégique en état végétatif chronique. Le Conseil d'État renvoie donc sa décision devant une formation collégiale, estimant qu'un juge unique ne peut trancher. Celle-ci devrait décider du sort du jeune homme la semaine prochaine. On attend encore, ça rend encore plus lourd les choses. En même temps, ce sera une décision qui sera plus imposante, plus importante et plus indiscutable, enfin qui ne pourra pas être discutée a priori. La CGT mobilisée aujourd'hui pour obliger François Hollande à écouter les salariés. Près de 150 manifestations ont eu lieu dans toute la France. En ligne de mire, la politique gouvernementale et le pacte de responsabilité. À Paris, ils étaient entre 16 000 militants selon la CGT et 3 800 selon la police. Entre 30 et 50 milliards d'euros vont être donnés au patronat pour, soi-disant, essayer d'abaisser le coût du travail, comme ils l'appellent, et puis essayer de faire baisser le chômage dans notre pays. Malheureusement, nous savons que cette politique, c'est une politique qui a déjà échoué. Sans surprise, le tribunal de commerce de Pontoise a validé la reprise de Maurice Ducrot par l'actionnaire principal, Arcole Industries. La décision intervient plus de 2 mois après le lancement au redressement judiciaire de l'entreprise, qui compte 5000 salariés. De son activité dépendent en outre 2000 emplois en sous-traitance ou intérim. Moins de la moitié des effectifs sera gardée. L'audience devrait marquer l'épilogue de plusieurs semaines d'intenses négociations sur les offres de reprise et le plan social prévu par Arcole. Le mandat de l'ONU qui a donné le feu vert à une intervention française en Centrafrique devrait être prolongé. Confidence ce matin du ministre de la Défense. Il faudra renouveler le mandat de l'armée. C'est vraisemblable. C'est vraisemblable, mais enfin on va aviser en temps utile. Pour l'instant, nos soldats font preuve d'un très grand sang-froid, parce qu'il faut du sang-froid dans ce genre de situation. Et la situation s'améliore de jour en jour, même si c'est très difficile, et ça suppose aussi que les autorités religieuses, ce qu'elles font, puissent appeler à la sérénité entre les communautés pour éviter un affrontement confessionnel qui serait tout à fait malvenu. Avant cette échéance, l'Assemblée nationale doit se prononcer par un vote le 25 février sur la prolongation de l'intervention au-delà de début avril. C'est ce que prévoit la Constitution pour toute opération militaire excédant 4 mois. Et puis en bref, ce soir, le président du directoire de la Banque Populaire Caisse d'Épargne, la BPCE, François Perol, a été mis en examen à Paris pour prise illégale d'intérêt dans l'enquête sur sa nomination controversée à la tête du groupe bancaire en 2009. C'est ce qu'on a appris de sources proches du dossier. Monsieur Perol avait été nommé à la tête de la BPCE après avoir passé 2 années à l'Élysée comme secrétaire général adjoint chargé des dossiers économiques. La gauche et des syndicats avaient dénoncé un conflit d'intérêts après sa nomination. Voilà pour cette information ce soir. La dernière page du 22h avec, comme tous les jeudis, vous le savez désormais, pour clore ce journal, c'est la semaine d'actu croquée par notre dessinateur Hervé Baudry. On regarde ensemble. Et justement, avec ce dernier dessin, on va se quitter en images ce soir. Les images de Sochi où la flamme olympique poursuit bien son périple. Et c'est demain que se tiendra la cérémonie d'ouverture de ces JO d'hiver. Une cérémonie grandiose. Et déjà, les premières épreuves de qualification ont commencé avec le ski slopestyle. Regardez, des images impressionnantes, belles et douce nuit à vous. À lundi, avec plaisir bien sûr.